Les Lakers sont-ils si loin d'être bons? Jérémy, c'était quelque chose une idée qui te tenait à cœur assez rapidement dans la saison. Un début de saison difficile pour les Lakers qui était encore la dernière équipe à finalement afficher un bilan vierge en termes de nombre de victoires. Ça a été réglé face aux Denver Nuggets malheureusement dimanche soir, puisque moi et Jérémy sommes des fans de la franchise des Rocheuses bien sûr. Une première victoire donc, une victoire pour 5 défaites en 6 journées. Le bilan reste compliqué pour l'équipe de LeBron James. Et malgré tout, des sources de satisfaction, c'est ce que tu notes d'ailleurs dans une des toutes premières parties de l'article, avec en grande source de satisfaction en premier lieu, c'est la défense. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en quoi cette défense des Lakers peut être source de satisfaction du côté de LA? Ouais. Du coup, quand ils ont entamé la saison, les Lakers, on en avait parlé pendant les previews, il y avait, tout était une interrogation parce que déjà le roster mis en place autour de LeBron, Davis et Westbrook était entièrement renouvelé. L'année dernière, on avait une équipe qui était à la fois médiocre en attaque et en défense, c'est-à-dire qu'ils étaient 21e, je crois, à l'offensive rating et 22e au defensive rating, et que ces Lakers, depuis que Anthony Davis a rejoint LeBron James, le gros de leur identité, c'était d'avoir une grosse défense. Et que pour moi, je pense que ça peut se partager. En NBA, c'est plus difficile d'avoir une défense élite que de monter une attaque élite quand on a des stars dans l'équipe. Et en l'occurrence, au bout de 5-6 matchs, les Lakers ont le deuxième defensive rating de la ligue, juste derrière les Bucks qui sont invaincus. Et eux se retrouvent avec le deuxième defensive rating en n'ayant aucune victoire. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que le remaniement qui a été envisagé cet été, en remplaçant tous les vétérans qui n'ont d'ailleurs pas retrouvé d'équipe, par des jeunes joueurs qu'on peut, pour certains, qualifier de bout de rotation, hein. Des joueurs comme Juan Toscano Anderson, comme Damian Jones, comme Troy Brown Jr. C'est pas des joueurs qui avaient de grosses responsabilités dans leurs équipes précédentes, notamment Juan Toscano Anderson qui a quitté les Warriors parce qu'il était plus du tout dans la rotation. Et malgré tout, avec le bricolage qu'ils ont mis en place, ils ont suffisamment de bons défenseurs pour arriver à être compétitif. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, je trouve, et c'est ce que je mettais un petit peu ensuite, c'est qu'ils ont une défense de niveau élite, alors qu'en attaque, ils sont calamiteux. Ce qui veut dire qu'ils s'exposent à beaucoup de contre-attaques, ils perdent beaucoup de ballons, ils s'exposent à beaucoup donc, de transitions parce qu'ils ratent beaucoup de tirs. Et malgré tout, ils arrivent à plutôt bien gérer sur l'ensemble d'un match l'adversaire. Donc ça, je trouvais que c'était un gros point parce qu'on sent que tout le monde est impliqué de ce point de vue-là, que ce soit effectivement tous les role-players qui sont arrivés, mais notamment Russell Westbrook, notamment Anthony Davis qui est impérial de ce côté du terrain. Et j'ai l'impression que rien que ça suffit à dire que, ils sont en ordre de marche, et donc qu'il y a des motifs d'espoir pour la suite de la saison. Je te rejoins complètement. Moi, c'était une des choses, on en avait parlé un petit peu du coup dans le groupe chat avant que tu fasses l'article, et une des choses qui me sautait aux yeux, c'était leur potentiel défensif, avec notamment la protection dans la peinture. Alors, on sait que Anthony Davis, c'est typiquement la superstar défensive en premier lieu, sur lequel on peut pouvoir construire une défense, une très bonne défense, et notamment justement dans la protection de l'arceau, qui reste la première zone offensivement à être importante, la plus importante finalement. À côté de ça, il y avait encore quelques petites anomalies, comme le fait que c'était aussi l'équipe qui profitait finalement du manque d'adresse plutôt de l'équipe adverse, notamment sur les 3 points grands ouverts. Je sais que c'est une stat que tu donnais dans ton article. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pas un petit peu finalement qui pourrait être un peu en porte-à-faux vis-à-vis du faible échantillonnage? Est-ce que il y a cette problématique-là, ou est-ce que finalement on peut se dire que c'est quand même solide cette défense des Lakers, notamment à 3 points, malgré cette stat un petit peu incongrue qui pourrait nous faire penser que finalement, moi, c'est aussi un coup de chance de la part de ces Lakers d'être aussi haut dans le defensive rating avec un si faible échantillon?
Je l'ai mis un petit peu en parade de ce qui pouvait effectivement venir comme gros bémol sur la stat défensive, parce qu'effectivement, c'est souvent un truc dans les débuts de saison quand on se dit ah super, bah regardez, globalement le defensive rating il est élevé. Quand on regarde un petit peu dans le détail, et notamment les adresses sur les tirs ouverts adverses, des fois on a des équipes qui sont bonnes en défense parce qu'effectivement ils profitent d'une maladresse un peu improbable de l'adversaire. Et là, dans le cas des Lakers, on est sur l'équipe, je crois, qui a un des plus faibles pourcentages adverses sur des 3 points grands ouverts. Donc, on va dire assez naturellement, on peut se dire, ah ok, bon ben voilà, là il y a un gros bémol. Néanmoins, il faut prendre en compte, comme je le mets dans l'article, que c'est une équipe qui autorise assez peu justement de 3 points grands ouverts parce qu'ils sont très agressifs sur les lignes extérieures. Et ensuite que, un peu comme une compensation sur les tirs ouverts, au contraire, c'est une des équipes qui subit le pourcentage le plus élevé. Je crois que sur les 6 premiers matchs, c'est au-dessus des 38%, donc voilà, au-dessus de la moyenne NBA qui est à 36. Donc bon, sur le peu de matchs, ça n'a pas pour le moment un impact énorme. Néanmoins, je trouve qu'ils sont tellement agressifs sur les extérieurs adverses que ils vont pas d'un coup se retrouver avec l'adversaire qui met 40% et qui a 25, 26 tirs en ouvert par match, quoi. Enfin, si on voit l'idée, quoi. Oui, je te suis à ce niveau-là. J'ai mis une vidéo hein, qui va tourner en boucle derrière, qui montre un peu quelques clips de bonne défense justement de ces Lakers-ci. C'est vrai qu'en faisant les clips, alors moi j'ai pas regardé, j'ai vu 3 matchs, il me semble, des Lakers. Oui, j'ai vu 3 matchs des Lakers en tout et pour tout, et dont celui bien sûr de nos Nuggets. Et c'est vrai que ce qui me frappait, et encore plus en refaisant ces clips-là tout à l'heure, c'est que bien sûr, la défense, elle est surtout à l'intérieur du cercle. Enfin, la défense, elle est surtout vis-à-vis du cercle, de l'attaque du panier. Il y a beaucoup de dissuasions qui sont assez intéressantes. À côté de ça, je trouvais qu'il y avait peut-être une certaine faiblesse au rebond. Je trouve que, du coup, par exemple, avec la défense en drop, on a des extérieurs qui parfois prennent un petit peu mal les écrans et du coup c'est l'intérieur qui va vraiment beaucoup dissuader sur le drive et donc du coup potentiellement aussi se découvrir sur le rebond défensif avec pas mal d'opportunités de seconde chance. C'est peut-être aussi moi personnellement un bémol que je pourrais potentiellement amener, surtout face à des équipes qui jouent potentiellement le rebond offensif. Il y a un Lakers-Pels qui devrait arriver dans la semaine. Ce sera intéressant de voir ce match-up là à ce niveau-là défensivement pour les Lakers parce que les Pelicans, ce sont une équipe qui va énormément driver et jouer aussi sur le rebond offensif, une des premières équipes de la ligue au rebond offensif, avec des joueurs comme Valanciunas, mais aussi Zion Williamson. C'est des joueurs qui font énormément leur beurre sur seconde chance. Donc c'est quelque chose que voilà, je voulais ajouter un petit peu en valeur ajoutée par rapport à ton article, si je puis dire ainsi. Bien sûr, l'homme fort de cette défense, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, qui soulève quelques interrogations malgré tout, notamment au niveau de sa santé. Et donc, je te pose la question, Jérémy, et tu l'abordes dans ton article. Est-ce que est-ce qu'on peut envisager de se dire que cette défense, qui repose quand même beaucoup sur l'intérieur des Lakers, l'intérieur star des Lakers, est-ce que c'est vraiment viable à l'heure actuelle au vu finalement du manque de réassurance qu'offre Anthony Davis en termes de santé et de présence potentielle sur le terrain? Ouais. Bah, en fait, je me dis que ça dépend un petit peu si tu vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si tu le vois à moitié vide, et c'est ce que je mets dans l'article, hein, ce qui fait très peur avec Anthony Davis, c'est que ça fait 2 ans qu'il sort de saisons très compliquées avec énormément d'absences. Qu'il est arrivé au Media Day en disant, bon, cette année, je vais tout faire pour faire les 82 matchs de saison régulière, et que en fait, on voit un joueur qui arrive après un été qui aurait pu lui permettre de se reposer et qui est vraiment mais perclus de douleur, quoi. C'est-à-dire qu'il a mal au genou, il a surtout très mal au dos, et donc dès le 5e match de la saison contre les Timberwolves, il rate un match. Et moi, dans les 4-5 matchs des Lakers que j'ai vus, il n'y a pas un match où il n'y a pas des actions qui va manquer parce qu'il a mal ou parce qu'il retombe et que d'un coup, il n'arrive pas à se relever assez vite. Donc, c'est assez inquiétant parce qu'on connaît son historique et que ça date pas d'hier. Dans le même temps, si on voit le positif, en fait, ils arrivent à avoir une défense élite avec un Anthony Davis qui est clairement pas aussi mobile qu'il pourrait et qu'il devrait l'être.
Et donc, s'il arrive à peu près à se remettre d'aplomb en cours de saison, on peut se dire qu'au contraire, les Lakers ont un potentiel défensif encore plus élevé que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, bon, malheureusement, je pense pas que ce soit le scénario le plus probable d'avoir un Anthony Davis qui fait 70-75 matchs et qui en plus est en pleine forme sur ces matchs-là. Mais bon, en tout cas, ça mérite d'être dit. Il arrive à avoir un niveau défensif incroyable en étant à 70%, quoi. C'est vrai. Est-ce que il sera capable d'aller jusqu'à 100%, l'âge et le poids des blessures n'aidant pas? Est-ce que vous serez plutôt team moitié verre à moitié vide ou verre à moitié plein? On vous laissera en juger. C'est vrai qu'on est plutôt des pessimistes ici, comme le rappelait Val, bien sûr, dans le chat, avec non pas moins de malice. Une bonne défense, donc, des vraies possibilités défensives. Vous le voyez sur le clip. Surtout dans la protection de l'arceau, on le redira encore une fois, mais avec des extérieurs qui, contrairement aux saisons passées, et tu le relevais aussi dans l'article, ne sont plus les vétérans un petit peu rincés que l'équipe pouvait connaître. Là, il y a pas mal de jeunes athlétiques qui, quand ils font les efforts, sont capables quand même de close out de manière plutôt agressive, de passer sous les écrans, de donner un petit peu de défis physiques, comme vous pouvez le voir là sur ce magnifique choix de Michael Porter Jr., que je ne commenterai pas plus. Mais le problème, c'est que malgré les très bonnes stats défensives de l'équipe, même sur ces premiers matchs, tu le disais tout à l'heure, second au defensive rating derrière les Bucks, eux invaincus. Le problème, c'est que offensivement, ça patine complètement. On le sait, c'est une des pires équipes au shoot, voire la pire équipe au shoot de toute la ligue, de manière assez large, il me semble. Et là, la problématique, c'est peut-être d'avoir un roster qui est tout simplement trop faible. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu des possibilités offensives, si du moins il y en a?